Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. Comment vivre avec la menace du terrorisme susceptible de frapper n'importe où, à n'importe quel moment? Comment protéger nos libertés et nos valeurs? Que peuvent les citoyens, vous et moi, appeler à demeurer stoïques et tolérants face à une menace diffuse, absurde, imprévisible? It is time to say enough is enough. Everybody needs to go about their lives as they normally would. Our society should continue to function in accordance with our values. But when it comes to taking on extremism and terrorism, things need to change. Ainsi s'exprimait la première ministre britannique au lendemain de l'attaque dans le secteur du London Bridge, la troisième perpétrée contre son pays en l'espace de quelques semaines. Dans les dispositifs mis en place pour prévenir la menace, les grandes agglomérations ont un rôle essentiel à jouer parce qu'elles sont la cible, parce qu'elles sont vulnérables et parce qu'elles abritent dans leur quartier ceux-là même qui vont surgir de l'ombre pour frapper. Les villes face à la menace terroriste, c'était précisément le thème d'un colloque organisé par l'Université de Genève. Nous y avons rencontré Alain Bauer qui vient de publier ce livre « Comment vivre au temps du terrorisme ». Le terrorisme, en fait, est devenu les terrorismes. Jusqu'à la chute du mur de Berlin, le terrorisme, c'était un terrorisme extrêmement simple, singulier, parfaitement cohérent et en général totalement géré par Washington ou par Moscou qui décidait que ça pouvait se passer, que ça devait s'arrêter. L'État islamique, qui est la première organisation à n'avoir plus aucun profil, ni aucun mode opératoire, ni aucune signature qui lui soit propre. C'est le terroriste qui est passé du menu à la carte. Ils utilisent tous les profils, tous les modes opératoires, tous les dispositifs d'organisation. Les soldats du califat, les lions du califat pour leurs employés, les soldats du califat pour leurs sous-traitants et n'importe qui ferait allégeance au califat et dont ils découvrent l'existence en général le lendemain de la commission de l'acte. Donc on est passé d'un terrorisme singulier à des terrorismes pluriels. Après chaque attentat en Occident depuis 30 ans, vous découvrez que vous saviez à peu près tout. Les commissions d'enquête publiques, privées, secrètes, officielles disent, quelle que soit la langue, 1, on savait tout ou presque. 2, pour de mystérieuses raisons, on n'a pas compris ce qu'on savait. Les Américains ont même une formule magique. We did not connect the dots. On n'a pas connecté les points. Et 3, ce serait quand même bien si ça ne se reproduisait pas. Or, pourquoi est-ce que ça se reproduit? Parce que nous sommes submergés par l'information et que nous n'avons pas assez de compréhension. Mais si on passe à la phase analytique comme un élément qualitatif majeur permettant de faire le tri, permettant d'anticiper, de prévenir, de prévoir, alors on réduit de manière massive la capacité à commettre des attentats. La réalité, c'est simplement qu'il faut prendre en considération non pas la fatalité, mais la réalité. La réalité, c'est qu'il est possible qu'il y ait des attentats. Et que de toute façon, regarder la sortie de secours, c'est bien dans n'importe quel autre cas de figure. Mettre sa ceinture de sécurité, c'est bien parce que c'est utile. Mettre le bébé à l'arrière et pas face au sac gonflable aussi. Donc on a toute une série de règles qu'on a intériorisées. Pas parce qu'on a peur, parce qu'on voudrait qu'il y ait le moins de conséquences possibles au cas où. Ça, c'est la vigilance. La résistance, elle est de plein de manières différentes. Elle peut être un héros, ça peut arriver, d'ailleurs c'est ce dont on se souvient, dans le Thalys, sur le scooter à Nice, tous ceux qui essaient d'être un héros en sauvant des gens, et pas seulement en s'opposant aux terroristes, en ouvrant sa porte, en tirant quelqu'un avec soi si on s'enfuit, mais aussi du signalement. Si la police et le renseignement français sont redevenus performants, tardivement, de manière difficile, mais avec efficacité, c'est aussi parce que des centaines de milliers de personnes font des signalements. Bonjour Frédéric Esposito. Bonjour. Vous êtes organisateur, chef ouvrière d'un colloque à l'Université de Genève, Global Institute, que vous dirigez, un colloque intitulé « La ville face à la menace terroriste ». En quoi les villes sont-elles centrales dans cette question du néo-terrorisme ? Elle constitue une dimension symbolique pour les terroristes, d'une part parce que c'est là où le plus de gens vivent. Il faut rappeler que d'ici à 2030, 81% de la population mondiale va vivre dans des espaces urbains. Et dans la mesure où le but des terroristes, c'est de faire le plus de victimes possible et surtout de médiatiser leur action, la ville offre cette dimension symbolique et ce d'autant plus qu'on cible désormais aussi aujourd'hui nos modes de vie et donc on s'attaque autant
aux valeurs qu'aux infrastructures qui sont désormais concentrées dans ces villes. Est-ce qu'on peut imaginer, on parle de nos valeurs, de nos libertés, est-ce qu'on peut imaginer les défendre avec un appareil sécuritaire de plus en plus musclé? Il faut peut-être rappeler qu'en France, l'état d'urgence est en vigueur maintenant depuis novembre 2015. Je pense qu'on touche un élément clé, à savoir l'équilibre et la pondération entre, d'une part, les mesures à prendre et le respect de nos libertés. Une partie de ces mesures, et vous évoquez l'état d'urgence, n'a pas empêché, malheureusement, l'organisation d'attentats terroristes sur le territoire français. Il vise donc plutôt à rassurer qu'à véritablement prévenir. Et ça, c'est aussi un élément important pour les politiques, c'est de rassurer la population à côté d'un dispositif efficace. Car en termes d'efficacité, il est important de mettre l'accent sur des éléments plutôt de prévention et de renseignement, éléments pour lesquels les villes ont un rôle clé à jouer. On en parlera. Est-ce que vous estimez, ou bien est-ce que les recherches montrent qu'il y aurait un seuil au-delà duquel la population choisirait plus de liberté au détriment de la sécurité publique? Au fond, c'est une question qu'on peut se poser, vous et moi. Est-ce que nous sommes prêts à attendre 6 à 8 heures pour aller voir un match de football ou d'aller au Paléo Festival de Nyon? J'évoquais rapidement ce matin avec un collègue de l'Université de Bruxelles. Pour lui, l'organisation d'une conférence comme celle que nous avons organisée à Bruxelles aurait nécessité un contrôle de sécurité plus important parce qu'ils ont vécu l'attentat terroriste en direct, ce qui n'est pas le cas, fort heureusement, de la Suisse. Ça veut donc dire que dans notre perception personnelle, il y a aussi le passé, l'historique, qui fait qu'on va avoir plus ou moins un sentiment d'insécurité développé face aux risques terroristes. Et puis, quand on parle des libertés, il y a évidemment aussi la surveillance des réseaux sociaux, qui sont à la fois l'instrument du contre-terrorisme et instrumentalisé, utilisé par les terroristes. L'espionnage numérique, tel qu'il a été mis en place par les États-Unis, a montré quasiment aucun résultat. Exception faite pour le crime organisé, donc on connaît les liens avec les terroristes, mais il n'a pas empêché véritablement Al-Qaïda ou Daesh de se développer. On le sait en revanche que le web et les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle d'accélérateur, mais ils ne radicalisent pas les gens, ils ne sont pas à la cause de la radicalisation. Par conséquent, cette surveillance doit être prise avec des pincettes. En revanche, et là il y a un enjeu, c'est d'éduquer la population sur l'utilisation de ces réseaux, pas forcément sur la question du terrorisme, mais aussi par rapport au développement de notre démocratie, qui de plus en plus va aussi transférer une partie de ses services sur le web et de façon numérique. Et puis il y a aussi la vidéosurveillance. Alors on va aller à Nice, dans la ville de Nice, qui est la ville la plus vidéosurveillée de France et où la population semble d'ailleurs soulagée par la présence de toutes ces caméras. On se retrouve juste après. La ville de Nice est la plus vidéosurveillée de France. Le maire de la ville s'en est toujours félicité. 1250 caméras scrutent les espaces publics, soit environ une pour 280 habitants. 83% des Français, dans un sondage réalisé en 2013, se disaient favorables à l'utilisation de la vidéosurveillance, jugée utile pour protéger la population. C'est pourtant cette ville de Nice, hyper surveillée, qu'a choisi Mohamed Larouiche Boulel pour perpétrer son crime au camion bélier sur la promenade des Anglais le soir du 14 juillet 2016. Les caméras n'avaient pas empêché le terroriste d'effectuer 11 allers-retours de repérage sur la promenade des Anglais entre le 11 et le 14 juillet. Au centre de vidéosurveillance, personne n'avait réagi, alors que le quartier était interdit aux véhicules de plus de 7,5 tonnes. Celui du terroriste en faisait 19. La faiblesse de la vidéosurveillance, c'est qu'elle ne permet de voir que ce que l'on cherche. Peu avant l'attentat du 14 juillet, le maire de Nice avait plaidé en faveur de l'installation de systèmes de reconnaissance faciale, comme celui-ci. Que la ville de Nice, qui est la ville la plus vidéo surveillée de France, avec 1250 caméras, y compris dans ses rames de transport, a mis au point un système de reconnaissance faciale où il suffit de rentrer des personnes fichées, fichier S, sur notre logiciel pour que les algorithmes puissent se permettre de les identifier au milieu d'une foule. Un tel dispositif aurait-il permis d'identifier le chauffeur du camion bélier? Les spécialistes en doutent. Le tout sécuritaire se déploie, les moyens sont de plus en plus sophistiqués pour rassurer les citoyens, mais avec une chance infime de prévenir un attentat. Il
Frédéric Esposito, c'est l'État qui a un quasi-monopole du contre-terrorisme. Vous estimez que les villes devraient être mobilisées davantage? C'est effectivement un des paradoxes de la situation actuelle. Les villes sont les yeux et les oreilles du gouvernement. Or, elles ont très peu de compétences pour notamment pratiquer du renseignement local, car la plupart des recherches menées, comme celle récemment à l'Université de Genève et de Berne, montrent le rôle important d'une très bonne connaissance du milieu local et communautaire. Or, les villes ont une expertise dans ce domaine, ce qui nécessite bien évidemment de coopter ces acteurs, travailleurs sociaux, travailleurs de terrain, médiateurs, qu'ils soient autour de la même table que la police, que le renseignement. Mais vous pensez par exemple au repérage d'éléments susceptibles de se radicaliser, par exemple? Pas uniquement. Je pense que dans le processus de radicalisation, les villes ont certes un rôle fondamental à faire, mais elles ont aussi, dans la gestion de ces politiques sécuritaires locales, un rôle déterminant, car il ne faut pas l'oublier, il y a une composante économique, sociale et culturelle pour lesquelles, encore une fois, la connaissance de la ville est sans commune mesure avec ce qu'on pourrait trouver à d'autres échelons de l'État. Il est donc important de les légitimer et de leur faire une place dans ce dispositif qui, comme vous le rappeliez, est essentiellement entre les mains de l'État. Parce que les villes, en fait, n'ont pas vraiment d'existence politique. Ça, c'est un problème dans ce dispositif qui intégrerait la ville. Alors, vous allez vous fâcher avec beaucoup de maires de villes en Europe. Certes, elles ont une existence politique. Dans la gouvernance des grands enjeux de politique publique, les villes essayent de s'imposer, mais en pratique, elles luttent. Et elles luttent, pas contre le terrorisme, mais elles luttent politiquement pour effectivement avoir une reconnaissance de la légitimité politique, mais aussi des compétences plus précises pour agir. Là, il y a un enjeu énorme pour définir et surtout pour piloter les politiques publiques de demain, et notamment sur les questions sécuritaires. Mais alors, vous plaidez pour une décentralisation du contre-terrorisme, en quelque sorte? Je pense que c'est les deux mesures en même temps. Pour le cas suisse, pour prendre cet exemple-là, la Suisse, avec la sécurité qui repose sur les compétences des cantons, a une certaine forme d'avantage par rapport à des États centralisés comme la France. Sauf que la contrainte de cette réalité nous oblige d'une part à améliorer la coopération entre les cantons. Soyons clairs, certains cantons comme Zurich ne jouent pas forcément à l'unisson avec les autres oui, parce cantons qu'il n'y a pas des suisses. Organisations internationales à Zurich, ils ne sont pas dans la même situation que Genève, par exemple. Par exemple, aussi la culture de cet enjeu sécuritaire. Quel est le point commun sur la question du terrorisme entre Uri, Genève ou Bâle? Il y en a très peu. Mais c'est normal, puisque effectivement, les Ouranais ne se sentent pas forcément menacés par le risque terroriste aujourd'hui. Il y a donc la nécessité aussi de faire partager cette culture du risque dans le reste de la Suisse. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est d'avoir aussi un chef d'orchestre au niveau fédéral pour que ces cantons s'entendent et travaillent encore mieux ensemble. Donc un renversement de la politique fédérale, de la police fédérale. Complètement, voire même d'envisager, pourquoi pas, un FBI à la Suisse qui puisse effectivement disposer de compétences aussi exclusives pour mener les enquêtes sur l'ensemble du territoire suisse. Merci, on terminera là-dessus. Frédéric Esposito, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Géopolitis. Merci. Merci. Pour préparer cette émission, nous avons lu le livre d'Alain Bauer, que vous avez entendu tout à l'heure, « Comment vivre au temps du terrorisme », édité chez First en janvier 2017. Comment vivre au temps du terrorisme? Cette question-là, on se la posait déjà dans les années 70 en Europe. Marielle Rezzonico a retrouvé dans les archives de la RTS un reportage de temps présent tourné en 1977, Allemagne, le défi de la peur. C'était à l'époque de la fraction Armée Rouge. Enfin, pour appréhender le contexte et les circonstances de la naissance de l'État islamique, un livre de référence, celui de Pierre-Jean Luzard, Le piège Daesh, aux éditions La Découverte, 2015. La semaine prochaine, Géopolitis met le cap sur le canal de Panama. À vous tous, une très belle semaine. Merci de votre fidélité. À bientôt.